La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. C'était samedi la fête nationale vaudou et tradition du Togo. Les prêtres et prêtresses ont lancé un appel à la paix, instrument indispensable à la vie, une manière parmi tant d'autres abordée lors de la célébration de contribuer au développement du Togo. Et puis la quinzaine commerciale de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo s'installe désormais aussi à Baguida, c'est en banlieue nord de Lomé. Après l'extension vers Alétikopé l'année dernière, l'ouverture officielle cette année à Baguida dans le temps des 15 jours d'activité économique sur les désormais 3 sites de l'événement. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et nous ouvrons donc ce journal avec le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, un projet de 15,5 milliards de francs CFA et qui vise à réduire la pauvreté, notamment à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et une plus grande attention aux populations vulnérables. Une rencontre d'évaluation finale s'est tenue à Sokodé. On fait le point avec la marque Bojona. Après 6 ans de mise en œuvre, le PDRI Meaux, projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, tire progressivement vers sa fin. Le temps pour les techniciens et bénéficiaires de passer à l'évaluation des résultats. Ici, en concertation à Tcharpanga, ils ont passé au peigne fin les différentes réalisations, les résultats enregistrés et les forces et faiblesses du projet, le tout compilé en 2 documents soumis à validation. Indubitablement, ce programme a vraiment permis de changer le visage de la plaine de Meaux. Et c'est tous ces éléments-là qui sont consignés dans ce rapport final que les gens, tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats sont venus évaluer pour faire des observations et voir ce qu'il y a lieu d'améliorer ou pas. Nous voudrions saisir l'occasion pour réitérer notre profonde gratitude au chef de l'État. Le PDRI Meaux, depuis son lancement en 2012, a réalisé divers projets socio-éducatifs, économiques et environnementaux. Des réalisations grandeur nature qui changent aujourd'hui le visage de Tcharpanga. Le ministère en charge de l'agriculture s'est réjoui des résultats obtenus grâce à la franche collaboration entre les techniciens et les bénéficiaires. Des derniers défis à relever dans la plaine reste l'aménagement des APP, la construction du grand magasin de stockage, des aspects qui viennent d'être attribués à des entreprises et les travaux sont en cours d'exécution. Et pour des élections législatives apaisées, le réseau des journalistes panafricains pour la paix et la non-violence a formé des animateurs d'émissions, des émissions en langue locale, des journalistes qui ont donc été formés. Ils se sont imprégnés des thématiques d'apaisement, l'information juste et leur rôle en période électorale. On en parle avec Ramdan Bassila. À l'heure où la campagne électorale pour les législatives prochaines bat son plein, les informations diverses et variées sont relayées. Les hommes des médias sont au centre de cet événement majeur. Comment informer les populations en langue locale sans pour autant désinformer ou encore appeler à la violence? Les journalistes panafricains pour la paix et la non-violence forment les animateurs sur les fondamentaux du journalisme. Nous devons mener nos émissions pas passion, mais mener des émissions qui puissent amener les uns et les autres à comprendre que nos diversités politiques ne doivent pas être source de division. Au cours de cette formation, c'est juste un rappel. En quelque sorte, c'est amener les uns et les autres à faire un effort pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. L'impartialité, l'équilibre dans l'animation des émissions, la bonne tenue des programmes, c'est l'essentiel de cette formation. Les professionnels des médias sont ici appelés à être de vrais relais auprès des populations, gage d'une élection réussie.
Nous poursuivons avec ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, le communiqué relatif au vote par procuration, par dérogation et des omis. Le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et possédant leur carte d'électeur qu'ils peuvent voter par procuration en remplissant préalablement les formulaires disponibles auprès des présidents des CELI à légaliser sans frais. Par dérogation également, s'ils figurent parmi les différentes catégories de personnel prévues par le Code électoral. Il informe également les omis, c'est-à-dire tous ceux qui sont régulièrement inscrits et possédant leur carte d'électeur, mais qui ne retrouvent pas leur nom sur les listes, qu'ils peuvent exercer leur droit de vote, d'abord en vérifiant que leur nom ne se retrouve pas sur la liste des électeurs radiés et en s'inscrivant ensuite sur la fiche de relevé des omis ayant voté. Le président de la CENI compte sur le civisme et la mobilisation de tous pour une bonne réussite du scrutin. Et le communiqué qui est relatif au vote par anticipation. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mardi 18 décembre 2018 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité, mais possédant leur carte d'électeur, voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. La journée mondiale de lutte contre la corruption a été observée à Kara. Le forum togolais de la société civile pour le développement y a organisé une conférence débat sur les instruments internationaux et nationaux de lutte contre la corruption pour amener la population à combattre le fléau. Reportage Nestor Mozou. Le protocole de la CEDEAO sur la corruption adopté le 21 décembre à Dakar, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée le 21 juillet 2003 à Maputo au Mozambique et la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à New York aux États-Unis d'Amérique le 31 décembre 2003. Des instruments juridiques que le Togo a ratifiés. Le Togo qui a mis en place à son tour la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées le 28 juillet 2015. Tous ces instruments ont été au cœur de cette conférence débat du Forum togolais de la société civile pour le développement. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, le FTSCD a voulu se servir de cette disposition pour exhorter les populations à s'impliquer dans cette lutte. Ces instruments existent, ils ont été ratifiés. Ce qui convient actuellement de faire, c'est de sensibiliser la population sur les méfaits de la corruption et sur l'application de ces normes-là pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que le phénomène de la corruption, c'est une maladie économique mondiale qui n'est pas aucun secteur d'activité et tout le monde, où que nous sommes victimes, soit acteurs. Et donc, nous devons ensemble nous unir et combattre efficacement ce phénomène. Le Forum togolais de la société civile pour le développement est un réseau d'ONG et d'associations créé depuis 2003. Il s'est assigné comme mission de contribuer au développement économique et social à travers la formation des populations à la base, l'organisation des séminaires et ateliers pour débattre des thématiques liées à la paix et aux droits de l'homme.
Et on reste avec Nestor Mouzou. Les autorités, les agents des communes, la société civile et les chefs traditionnels d'Aneho, de Ngochin, de Vaughan, de Badou, de Kanté de Kara ont une session de formation sur l'élaboration du budget participatif en pratique. C'est l'Union des communes du Togo qui a tenu la formation à travers donc le projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communal. Au Togo, le constat sur le terrain montre que les communes actuelles sont caractérisées par une faible capacité de mobilisation des ressources financières pour assurer un minimum de services publics aux populations dans le contexte de la décentralisation. Cette session de formation de l'Union des communes du Togo à l'endroit des autorités, des agents communaux et de la société civile sur l'élaboration du budget participatif constitue une approche de solution dans la mobilisation de ces ressources financières. Ce renforcement des capacités s'intègre dans le PAGLOMOC, projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communal. L'intérêt pour une commune de pouvoir élaborer un budget et de le mettre en œuvre de façon participative est l'appropriation des actions qui sont menées sur le territoire par les acteurs locaux. Parce que c'est les populations qui payent les taxes et les impôts. Donc le fait de pouvoir les impliquer dans tout le processus de budgétisation, de l'identification des actions jusqu'à la mise en œuvre, fait que les populations se sentent concernées et s'impliquent davantage dans les projets qui sont mis en œuvre et aussi sont enclins à accepter par exemple le paiement des taxes. En choisissant l'Université de Kara pour abriter les travaux de cette formation, l'Union des communes du Togo entend faire profiter les étudiants en licence et master en planification et suivi et évaluation des projets et bénéficier en retour de l'expertise des enseignants-chercheurs de cette institution. Le pays s'est engagé sur la voie de la décentralisation et donc l'Université de Kara a anticipé les choses et s'est proposé donc de mettre sur le marché des cadres en développement local. Alors, cet atelier nous interpelle à plus d'un titre. Cela permet à nos étudiants de toucher du doigt les problèmes qui s'opposent au niveau des communes, des préfectures, etc., des collectivités locales dans lesquelles les étudiants de la licence professionnelle en planification, suivi et évaluation de projets, de programmes de projets de développement local sont appelés à travailler. Décentralisation et démocratie locale participative, ces concepts seront passés en revue. Les participants vont se nourrir également des enseignements sur l'élaboration et l'exécution d'un budget d'une collectivité locale et mèneront des travaux pratiques sur le budget participatif. Et dans la zone, un cadre régional de concertation des acteurs du genre et de la promotion de la femme sera bientôt mis sur pied dans la région centrale. C'est dans cette perspective que les acteurs de la société civile et les techniciens des différents ministères sectoriels se sont retrouvés à Sokodé pour échanger. L'objectif final, c'est de permettre une meilleure synergie d'action dans la promotion du genre. On voit cela avec la marque Boudjana. Bientôt, un cadre régional de concertation des acteurs du genre et de la promotion de la femme pour la région centrale. À Sokodé, le monde de la société civile, notamment les associations et ONG de la chefferie traditionnelle et les techniciens des ministères sectoriels échangent sur la thématique. C'est des cadres qui vont travailler dans une complémentarité de manière que ce qui se décide au niveau central soit en quelque sorte les orientations à partir desquelles les cadres régionaux vont aussi travailler. Mais tout va aussi remonter de la base parce que ça fait question de va-et-vient. Autant ça quitte du niveau central comme orientation pour descendre, autant ça quitte du niveau de la base pour avoir les aspirations, les besoins réels de ces populations-là, pour remonter, pour que les orientations puissent effectivement répondre aux besoins de ces populations qui se trouvent elles autres à la base. Ce cadre régional de concertation est un mécanisme qui permet une meilleure synergie d'action dans la promotion du genre. C'est l'une des priorités du gouvernement déterminée par des actions multiformes à favoriser la femme dans son quotidien. De cette rencontre seront formulées des recommandations sine qua non dans la mise sur pied de cette structure régionale. Et vous savez, ce dimanche soir, et c'était la finale du tournoi de football UFOA Zone B des moins de 20 ans.
La coupe a été remportée par le Sénégal, tombeur du Nigeria par 2-0. Nous devrons retrouver dans un instant nos reporters au stade pour vivre en direct la remise de ce trophée remporté donc par le Sénégal. Pour l'heure, signalons simplement que le phénomène des enfants migrants prend de l'ampleur et inquiète. L'ONG Terre des Hommes mène le combat depuis quelques années pour corriger la situation. Elle a ainsi initié un projet intitulé « Protection des enfants migrants » le long du corridor Abidjan-Lagos. Il s'agit ainsi d'accompagner les enfants migrants pour leur intégration dans la société. On va voir les actions entreprises en ce sens avec Albertine Yakine. La pauvreté, la misère et l'irresponsabilité de certains parents biologiques à maintenir leurs enfants dans le système éducatif est une situation qui amène de nombreux jeunes à effectuer des déplacements vers divers horizons qui sont mal connus et jalonnés parfois de risques. Le projet de protection des enfants migrants piloté par Terre des Hommes le long du corridor Abidjan-Lagos tente d'identifier ces cas de figure. En synergie avec des acteurs formels et informels, les parents arrivent difficilement à prendre en charge ces enfants-là qu'ils ont conçus. Et puis, ces enfants-là sont obligés d'aller vers des destinations pour trouver, ne serait-ce que le pain quotidien, d'avoir accès à l'école. Ces enfants sont à la recherche de mieux-être. Et ceux qui réussissent, souvent, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'être hébergés par quelqu'un de bonne foi. Et la personne, ayant un amour pour les enfants, arrive à aider ses enfants. Nous avons identifié 4 catégories d'enfants et jeunes concernés par la mobilité. La première catégorie, ce sont les enfants qui sont déjà partis, n'ayant pas forcément les informations, ont vécu une mobilité difficile. Les enfants aussi qui sont déjà partis, qui sont de retour. Ils sont allés tenter la mobilité et ils sont de retour. Soit ça marchait, soit ça n'a pas marché, mais ils sont obligés de revenir. L'intervention de Terre des Hommes dans la mobilité des enfants vulnérables prend corps depuis leur origine jusqu'à la destination pour la recherche d'une vie meilleure. Toutefois, ils sont pris en charge pour le renforcement de leurs capacités en éducation et formation professionnelle. Nous menons des actions de prévention, des actions de protection, d'accompagnement de ces enfants et jeunes migrants. Pour ce qui concerne les actions de prévention, c'est des formations que nous menons au profit des acteurs de protection des enfants, à savoir les gardes frontières, les services d'immigration, les enfants et jeunes même, les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux, les associations des ressortissants des différents pays concernés par le projet. Et aussi, les enfants eux-mêmes réalisent au niveau communautaire des actions de sensibilisation entre eux-mêmes, avec les familles, les parents, la communauté, pour donner des informations utiles sur la migration des enfants et jeunes, les risques éventuels. Le projet de protection des enfants migrants ne couvre que la région maritime au Togo. Cependant, les perspectives visent à étendre ces activités sur toute l'étendue du territoire national, à en croire les responsables du projet. Nous avons enregistré beaucoup d'acquis en termes de réponse aux problèmes des enfants, mais il y a encore des défis à relever. Par exemple, il faut aller vers un renforcement du cadre légal, politique et opérationnel en matière de protection des enfants, y compris les enfants concernés par la mobilité. Et dans ce cadre, il est opportun qu'on aille vers des accords tripartites, des accords bilatéraux et multilatéraux, inter-États, de protection des enfants concernés par la mobilité, y compris les enfants victimes de traite. Il faut que les partenaires puissent accompagner les institutions, les partenaires à implémenter des projets de protection des enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les partenaires qui interviennent sur la thématique de la migration des enfants ne sont pas nombreux. Alors que la problématique de la migration est d'envergure nationale. Terre des Hommes, par exemple, elle n'intervient que dans la région maritime, alors que la problématique de la migration des enfants concerne toutes les régions du pays.
L'accompagnement des enfants en mobilité le long du corridor Abidjan-Lagos est une action qui doit être soutenue en vue de réduire la vulnérabilité et d'améliorer l'accès à des opportunités de développement. Les communautés sont donc tenues à les protéger tout au long du processus migratoire au niveau local, national et régional. Le pacte mondial sur les migrations piloté par les Nations Unies a été adopté cette semaine au Maroc. C'est le premier pacte de l'histoire censé assurer des migrations sûres, ordonnée et régulière par le biais d'une coopération internationale. C'est ce qu'indique en tout cas le texte. Un texte qui polarise pourtant les critiques, notamment des nationalistes, des pays qui défendent une ligne dure à l'égard de l'immigration. Les États-Unis, par exemple, s'étaient retirés déjà de l'élaboration du texte en décembre 2017. 150 pays sur les 193 que compte l'ONU aujourd'hui ont adopté ce texte-là. Alors pourquoi ce pacte, pourtant destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration plus sûre, suscite autant de divisions? Décryptage, Augustin Kossi. Néfaste pour les autres. Le pacte mondial sur les migrations suscite des oppositions de tous bords. Ce texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière a été approuvé par des représentants de plus de 150 pays à Marrakech, au Maroc. Mais il devra encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York. Le sujet déchaîne les passions chez les nationalistes et partisans de fermeture des frontières. Une quinzaine de pays a fait part de son retrait. Pour l'ONU, ce pacte ne crée aucun droit de migrer ni ne place aucune obligation sur les États. Il recense les principes de défense des droits de l'homme et des enfants. En plus, il reconnaît la souveraineté nationale et liste les propositions pour aider les pays à faire face aux migrants. Par conséquent, il interdit les détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'au dernier recours. Trop insuffisant selon les défenseurs des droits de l'homme, notamment sur l'accès des migrants à l'aide humanitaire et aux soins de base ou encore sur le droit des travailleurs migrants. En revanche, les détracteurs le perçoivent comme un outil d'encouragement à un flux migratoire incontrôlé. Les États-Unis, qui s'étaient retirés de l'élaboration du texte en 2017, jugent le pacte contraire à la politique migratoire du président Donald Trump. Le résultat est là, jour symbolique qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. On parle d'environ 258 millions de personnes en mobilité et migrants dans le monde, soit 3,4% de la population mondiale. Pour la migration clandestine, plus de 60 000 migrants sont morts pendant leur périple depuis 2000 en prenant la mer ou les déserts. L'Italie, premier pays d'arrivée par la Méditerranée, rejette le pacte tout comme la Pologne. Et au moment où des candidats à la traversée de la Méditerranée périssent chaque jour, les frontières Mexique-États-Unis, bondées de flots de migrants considérés comme des envahisseurs, et en Libye, on retrouve des poches d'esclavage clandestin, on se demande, entre le refus d'adhérer à ce pacte, l'accueil ou non des migrants, pourquoi doit-on toujours chercher à trouver mieux ailleurs? Par l'environnement, 7 agents forestiers de la promotion 2006 et 2010 des plateaux ont prêté serment à Takpamé après quelques années de parcours professionnel. C'est un acte obligatoire qui vient concrétiser l'exercice de leur profession. Ils ont donc juré devant le président du tribunal d'Atakpamé de bien accomplir leur mission sur le terrain. Compte rendu, Sylvain Rabouzou. Je le jure. Par cet acte, ils réaffirment leur engagement d'exercer avec loyauté leur mission sur le terrain. Il s'agit de ces agents forestiers qui, à travers cette prestation de serment, jurent de remplir fidèlement leur mission, celle de contribuer à la protection de l'environnement, notamment la faune et la flore. Mais au-delà de cette mission, bien d'autres enjeux et défis à relever. Nous voulons voir nos espèces protégées, nos aires protégées se régénérer. Notre écosystème, nous voulons voir la faune et la flore florissantes. Votre mission est noble en ce sens que vous êtes les policiers de la nature et de la forêt. Le gouvernement, le peuple compte sur vous pour réussir cette mission-là. C'est un passage obligatoire. C'est ça qui va vous conscientiser.
à faire le travail comme il faut. Et c'est ça qui va vous rendre fort à travailler loyalement. Ils sont au total 7 agents forestiers, dont une femme, à se conformer à cet acte qui constitue une étape décisive dans l'accomplissement de l'exercice de leurs fonctions. Maintenant, ils sont aptes, ils peuvent faire des constats, ils peuvent faire des saisies, ils peuvent renseigner l'officier de police judiciaire pour dresser le procès verbal qui fera foi devant les juridictions compétentes. Leur mission consiste également, entre autres, à la protection du couvert forestier, mais aussi de parvenir à contrecarrer les coupes abusives des bois devant contribuer à la restauration de l'écosystème. Je vous le disais en titre, la 6e édition de la fête nationale vaudou et des traditions des préfectures du Golfe d'Aguanivé s'est déroulée samedi à Afedokoy. Les prêtres, prêtresses et adeptes du vaudou et des traditions pour donner une visibilité à leurs pratiques et mettre l'accent sur leur contribution au développement de leur pays ont donc initié cette rencontre. La Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo a célébré cette journée sous un thème « La paix, un instrument indispensable de la vie ». Reportage Viviane Souvi, Sonia Aminipo. Des tam-tams qui résonnent, des chants, des pas de danse et des accoutrements des grands jours. Et pour cause, les prêtres, prêtresses et adeptes du vaudou et des traditions ancestrales célèbrent leur fête nationale. Une rencontre de fraternité pour partager les valeurs et pratiques culturelles africaines. Elle a commencé par une cérémonie de libation pour implorer la paix et la bénédiction des ancêtres, indispensables pour le bien-être social. Nous luttons, nous prions pour que la paix règne au Togo. Depuis le commencement de ce monde, Dieu nous a laissé la paix. Jésus-Christ est venu, il a parlé de la paix. Nos parents, on parle de la paix. Jusqu'à présent, les chefs d'État parlent de la paix. Les acteurs politiques parlent de la paix. Tout le monde parle de la paix. Oui, il est vrai, la paix est un instrument indispensable à la vie. Dans ce champ de paix, il doit semer l'honnêteté, la justice, la tolérance, l'amour. La Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo, au-delà des activités traditionnelles, mène des actions sur le plan social. Après 6 années d'activité, le bilan est satisfaisant. Nous avons fait beaucoup de choses. Entre autres, nous avons réussi à faire sortir les enfants internés dans les couvents. Nous avons enregistré 4963 couvents dans la région maritime, dans lesquels on a trouvé 305 enfants à l'âge d'aller à l'école. Nous avons réussi à faire sortir 205 qui sont présentement inscrits dans des établissements scolaires de leur localité. Nous sommes en train de tout faire pour sortir les 100 autres et nous faisons tout pour protéger le droit des enfants, le droit des femmes. Pour l'édition 2018, la fête nationale vaudou et des traditions est organisée simultanément dans chaque préfecture et canton sur toute l'étendue du territoire national et par la diaspora. Après donc on quitte, on va à Baguida, le canton de Baguida qui accueille à partir de cette année la quinzaine commerciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La CCIT, vous le savez, depuis l'an dernier dans une dynamique d'extension vers les agglomérations du Grand Lomé. Voilà donc après Aletikopé en banlieue nord l'année dernière, Baguida cette année en banlieue est qui va accueillir 15 jours d'activité économique. On suit la cérémonie d'ouverture avec Serge Tastom et Carmen Madjé à Capou.
La grande quinzaine commerciale de Lomé se rapproche de plus en plus des populations. Après Adétikopé en 2017, cette manifestation foraine s'ouvre aux populations de Baguida dans le Golfe. Environ 80 stands sont dressés dans un cadre emblématique, le monument de Baguida, pour permettre aux opérateurs économiques de faire la promotion de leurs produits et de saisir des opportunités d'affaires. Baguida, comme vous le connaissez, c'est une belle ville et une ville historique. Beaucoup de gens ne connaissent pas la ville de Baguida. Ça permettra aux gens de venir faire des achats. Et ceux qui sont dans les banlieues, les alentours de Baguida, vont se converser vers ce lieu. Je voudrais remercier les initiateurs. Il faudrait que cela se pérennise d'année en année. Les produits sont variés. Ils vont du textile au cosmétique en passant par l'alimentaire et l'artistique. À peine ouverte, elle est dépassée en termes de capacité d'accueil. Plus d'une centaine d'exposants sont déjà présents à cette grande quinzaine de fin d'année. Pour une première fois à cette foire ici à Baguida, nous espérons que la population de Baguida sorte en grand nombre pour venir découvrir nos produits et tout ce que nous avons à présenter. Nous transformons des épices locales. Donc nous avons du piment de table, des mélanges que nous faisons pour les assaisonnements. Mon produit c'est Foufou Express. Foufou Express c'est une nouvelle machine et à faire du foufou. C'est un nouveau produit que j'aimerais bien faire connaître à la population. Nous avons des produits Pumis, des produits peau d'ange. Voilà. Donc Pumis c'est un savon médical et antiseptique qui est à la fois éclatant et médical. Nous avons le savon de peau d'ange qui est un savon purement de beauté. Nous prions à tous les visiteurs de faire un tour auprès de nous. Pour cette 34e édition, la CCIT met à la disposition des opérateurs économiques près de 400 stands construits sur une surface totale de 3440 m² répartis sur les sites d'Agbadaonou, Adétikopé et Baguida. C'est l'occasion pour nos commerçants d'écouler leur stock. Donc nous voici à Baguida pour réaliser leurs vœux avec accompagner les commerçants et commerçantes du coin. Nous voulons tout simplement que le commerce soit étendu dans nos périphéries. On essaie de promouvoir les petits commerçants qui doivent en tirer un maximum de bénéfices. En attendant l'ouverture des deux autres sites, Lomé et Adétikopé, les promoteurs lancent un appel à toutes les populations de Baguida et de ses environs à se rendre sur le site de la foire pour faire leurs achats. Environ 3 000 à 4 000 visiteurs sont attendus sur ce site de Baguida. On s'arrête là donc pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem. Sur ce point, passez une très belle soirée et une très bonne semaine. À plus tard, au revoir.